Il est né là-bas. Il est né là-bas. Le christianisme d'Orient. Madame, oui, allez-y. Et après vous, monsieur. Je vous remercie pour cette intervention qui nous a transportés à Istanbul et que j'aime beaucoup. Et je voulais savoir si vous appréciez le cimetière de Pierre Loti, parce que vous n'avez pas cité Pierre Loti. Pierre Loti. Oui, alors, on me l'a déjà reproché. Écoutez, je vais vous dire, quand on commence un dictionnaire amoureux d'Istanbul, on a une angoisse, c'est de tomber dans le travers des guides de voyage. C'est terrible, parce que tout a été dit et redit, et tout le monde parle du café Pierre Loti, Pierre, P-I-Y-E-R, Pierre Loti, etc. Tout le monde en parle, et ce que j'ai essayé de faire, c'est de parler de comment je voyais cette ville, plutôt avec mes yeux d'enfant, puisque c'est les 7 premières années de ma vie que j'ai passées là-bas. Ensuite, je suis retourné très souvent pour écrire, pour faire des repérages. J'ai redécouvert ma ville à ces occasions-là, parce que dans un grand nombre de mes romans, ça a commencé par Loin des bras, ensuite c'était le Turquetto, ensuite il y en avait d'autres encore, Rachel et les siens. Il y a Istanbul. Ça revient régulièrement dans Mon père sur mes épaules, qui est un récit, il y a Istanbul, oui, donc le risque en écrivant sur une ville qui reçoit des millions de touristes chaque année, le risque c'est de tomber dans ce travers. Et donc, comme c'est un dictionnaire amoureux, qui me laisse toute liberté de parler ou de ne pas parler. Voilà, d'ailleurs, vous savez, je l'ai dit dans le dictionnaire, vous savez comment on commence, comment on raconte un conte en turc. Vous savez ça ou pas? Parce que ça permet quand même, ça permet de comprendre beaucoup de choses de l'Orient. Pas seulement d'Istanbul, mais de tout l'Orient. En français, on dit « il était une fois ». En anglais, on dit « once upon a time ». Et en turc, on dit « bir varmış bir yokmuş », c'est-à-dire « une fois il était et une fois il n'était pas ». C'est-à-dire que l'absence définit la présence. C'est infiniment plus subtil que ce qu'on pense a priori quand on dit « bon voilà, c'est juste la traduction de « il était une fois ». En turc, lorsque en français, on vous croise dans la rue, on vous dit quoi de neuf? En turc, on vous demande ne var ne yok. Qu'y a-t-il et que n'y a-t-il pas? Ouais. Monsieur? Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il reste aujourd'hui dans l'Istanbul d'aujourd'hui des 4 communautés arméniennes, kurdes, juives et grecques? Joker. Alors, il y a quand même... On parlera de pas vu que... Oui, il y a une grande communauté arménienne qui est là depuis longtemps, en dépit de ce qui s'est passé en 1915. Enfin, ils sont quand même très nombreux. Et souvent, il y a aussi une communauté crypto-arménienne, mais qui s'ignore. C'est-à-dire qu'au moment où, vous savez, il y a toujours partout des justes. Partout, il y a des justes. Il y avait aussi des justes en 1915 chez les Turcs musulmans. Et il y a beaucoup de Turcs musulmans qui ont accueilli des enfants arméniens, qui les ont cachés, qui leur ont donné un nom, une religion, qui n'était pas leur religion de départ, mais qui les ont sauvés. Et donc, il y a eu, il y a quelques années, un livre très émouvant qui a été écrit en turc, qui s'appelle Torunlar, ça veut dire les petits-enfants. À l'occasion de sa parution, il y a énormément d'Arméniens d'origine qui se sont découverts arméniens alors qu'ils pensaient qu'ils étaient turcs. Les Juifs,
avait une très grande communauté. Il représentait 5% de la population d'Istanbul, entre 5 et 10% il y a 70 ans. Et aujourd'hui, ils sont peut-être 10 000, mais la population elle-même a explosé à 15 millions. Donc vous voyez ce que ça donne. Les Grecs, c'est une catastrophe, parce qu'ils étaient 1,5 million en Turquie avant les accords de Lausanne, le traité de Lausanne, qui a décidé d'échange de population. Et aujourd'hui, il y a peut-être 2000 Grecs à Istanbul et encore 6 ou 7 000 dans le reste du pays. C'est une catastrophe. Voilà. Les Kurdes. Alors, oui, il y en a, mais il y a aussi tout l'Est, n'est-ce pas? C'est une situation complètement différente, une vraie situation politique. Merci Madame Dupré. Pour conclure, parce que... oui, une dernière question, parce qu'après il faut qu'on... Mademoiselle. Non, là c'est pas possible. Non, parlez plus fort. On levait votre masque, ça va aider quand même. Hein? Oui. Alors écoutez, moi j'ai quitté l'immobilier il y a quelques années. Je ne peux pas vous répondre. Alors moi j'ai une dernière question sous forme de conclusion, ensuite vous allez signer votre livre. C'est pour reprendre la question sous une autre forme qu'a posée notre excellent ami avec le masque noir derrière. Istanbul aujourd'hui regarde toujours vers l'Europe, regarde vers le monde arabo-musulman ou regarde vers l'espace touranien, vers l'Asie? Alors, il y a eu avec l'Europe de grands malentendus. Évidemment que pendant longtemps, l'Europe a été, pour les Turcs, pas seulement pour Istanbul, mais pour les Turcs, pour tous les Turcs, l'exemple, l'inatteignable. Atatürk était un pro-européen jusqu'au bout des ongles. Et puis les choses ont tourné autrement. Et je peux comprendre, disons, certaines angoisses européennes à recevoir dans le cadre de l'Union européenne, et préalablement du marché commun, un pays aussi peuplé et très largement nazi. Ça aurait pu être une occasion, ça ne l'a pas été. Et c'est trop tard. Donc effectivement, vous avez raison, la Turquie se tourne vers d'autres horizons. Et il y a là une blessure narcissique dont on ne prend pas forcément la mesure en Europe. Le monde arabo-musulman ou l'autre? Ah, les deux, il n'y a pas de discussion, bien entendu. Oui, oui, les deux. La Turquie est un pays de 80 millions d'habitants. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un pays qui a gardé quand même certaines traditions ottomanes. Il est très bien organisé et le Turc est un grand travailleur. C'est un dur au travail. Personne ne peut nier que c'est un dur au travail. Donc la Turquie est un pays qui est efficace, qui produit, qui travaille, qui vend et qui trouve effectivement des marchés, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit aussi voilà, dans le Caucase. La Turquie, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on prononce le nom de M. Erdogan comme arbitre de ce qui se passe, de ce qui se passe en Ukraine, c'est que précisément il entretient des relations commerciales
avec la Russie et avec l'Ukraine. Voilà. Bien, on va remercier pour son exposé Metin Argeti, qui se met à Istanbul et du champion.